Et au début de tout cela, Lloyd fait face à Ange et son armée de soldats. Après avoir éliminé tous les hommes de main de lettres, Lloyd se retrouve seul avec l'ange, qui l'informe qu'il ne sera pas pardonné, même s'il implore sa clémence. Lloyd se dit alors satisfait de son sort. À un autre moment, Ren se rend dans la chambre de Lloyd pour le réveiller, mais constatant son absence, Ren commence à s'inquiéter, jusqu'à ce que Lloyd surgisse soudain derrière elle, la surprenant, et lui annonce qu'il peut désormais dissimuler sa présence beaucoup plus facilement et efficacement. Voyant qu'il a appris cette technique si vite, Ren est surprise et lui rappelle qu'il lui a fallu 1 an pour l'apprendre, une technique que Lloyd a assimilée en si peu de temps. Cela dit, elle tente de le complimenter, mais finit par se sentir gênée. Remarquant que la jeune fille est encore un peu mal à l'aise en sa présence, Lloyd lui rappelle qu'elle travaille avec lui depuis plusieurs jours, mais qu'il est encore trop tôt pour qu'elle s'adapte complètement. Et bien que Sylpha l'entraîne correctement, Ren dit qu'elle est une tutrice très stricte et très exigeante envers elle, et que pour cette raison, elle est prête à s'entraîner autant que possible pour devenir la servante idéale pour Lloyd. Soudain, Sylpha arrive, et voyant Ren traiter Lloyd avec tant de désinvolture, elle lui ordonne d'arrêter. Plus tard, Lloyd sort dans la cour pour jouer dans l'étoile de Galilée. Pendant ce temps, Tao demande à Galilée s'il commence à s'habituer à la vie de souverain, et il répond oui, mais avec un air incertain. Tao dit alors qu'il n'aurait jamais imaginé le voir à la tête de Lord Host, et Galilée en fait autant. Après tout, elle croyait que Lloyd prendrait le pouvoir dès le début. En entendant cela, Lloyd lui rappelle que son père lui a donné le pouvoir de nommer qui il veut. Il laisse donc le reste des tâches à Galilée, sans craindre son choix. De plus, le garçon les informe que cet endroit deviendra une source précieuse de recherche s'il devient un refuge pour des personnes comme Galilée et ses amis. Au cours de la conversation, Babylone apparaît soudainement et affirme que la réforme du royaume prendra un temps considérable. Après tout, les démons y ont semé un terrible chaos. Quant à Galilée, il promet qu'en tant que nouveau dirigeant du royaume, il ne permettra pas qu'une telle chose se reproduise. À ces mots, Grimm prend les devants et suggère d'utiliser la magie sacrée, la meilleure magie contre les démons. Grimm dit qu'il le sait car il est lui aussi un démon et par conséquent, il connaît mieux que quiconque les faiblesses de ses semblables. Et lorsqu'il découvre qu'il est aussi un démon, tout le monde est sous le choc. Grimm, offensé par la réaction surprise de ses amis, leur demande de se montrer respectueux. Cela dit, Grimm revient à la discussion sur la magie sacrée, expliquant que c'est une forme de magie à laquelle seuls les fidèles de l'Église ont accès, et qu'ils utilisent ce pouvoir divin dans le seul but de chasser le mal. Et même si cela peut paraître absurde, Grimm affirme que la magie sacrée peut éloigner les démons. En entendant tout cela, Lloyd le regarde avec un sourire ironique et avoue qu'il a fait une bêtise à l'Église, ce qui lui a valu d'être expulsé de l'institution et de ne plus pouvoir utiliser les pouvoirs divins qu'elle lui procurait. Mais considérant que cet incident remonte à 2 ans, Lloyd suppose qu'ils l'ont déjà oublié et décide de réessayer d'entrer dans l'église. En arrivant, Ren dit qu'elle n'aime pas vraiment l'atmosphère qui s'y dégage, alors Lloyd lui suggère de ne pas entrer avec eux. Puisque vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'environnement, cependant, elle l'ignore quand même, disant qu'elle veut passer du temps avec Lloyd. Une fois dans l'église, Lloyd s'approche immédiatement du prêtre. Ce dernier discute avec lui normalement, mais après quelques secondes, il se souvient de Lloyd et commence à l'insulter de toutes les manières possibles, affirmant qu'il n'oubliera jamais ce qu'il a fait dans l'église 2 ans plus tôt. Le prêtre lui ordonne alors de partir au plus vite. Éché intervient alors pour aider Lloyd et tente de convaincre le prêtre d'oublier rapidement ce qui s'est passé. Cependant, il maintient son opinion et critique Éché pour son indulgence envers les autres. Quant à elle, Éché lui rappelle qu'il dit toujours que les gens doivent être pardonnés même s'ils continuent à commettre des erreurs. Après tout, Dieu leur pardonne toujours. De plus, Éché ajoute que personne d'autre n'est en colère à cause de ce qui s'est passé. Mais en entendant cela, le prêtre se dit en colère. Mais en voyant la gentillesse de Shiro, il commence à se calmer. Il fait comprendre qu'il n'a pas encore pleinement accepté le retour de Lloyd à l'église, car il devra encore gagner sa confiance en y travaillant. Quelques minutes plus tard, Lloyd commence à nettoyer l'église, un peu las, et ce faisant, il finit par renverser et casser un des vases de l'église. Voyant cela, Éché tente de le rassurer en lui disant qu'il a cassé le vase par accident. Mais dès qu'elle réalise que le vase cassé est le préféré du prêtre, Éché s'inquiète un peu plus. Elle décide cependant de remplacer Lloyd, lui promettant de s'excuser à sa place. Cependant, Lloyd l'interrompt et lui dit que, puisque c'est lui qui a détruit le vase, c'est à lui de s'excuser. Soudain, Ren arrive et remarque que Lloyd a changé. Cependant, Éché affirme que le garçon est toujours le même Lloyd bon enfant. En entendant cela, Ren s'intéresse à la jeunesse du garçon. Éché répond qu'en réalité, il n'a jamais changé. Après tout, Lloyd était déjà un fanatique de magie lorsqu'il était enfant, et il avait aussi l'habitude de casser accidentellement des vases d'église, une autre habitude qu'il a conservée depuis. En disant cela, elle se souvient d'un jour où Lloyd avait détruit un vase d'église. À ce moment-là, il avait demandé à être puni par la magie sacrée, désirant expérimenter le pouvoir divin par lui-même. Mais dès qu'elle l'entend demander une telle chose, Éché lui rappelle que la magie sacrée ne doit être utilisée que sur les personnes véritablement mauvaises. Au lieu de le punir, elle suggère qu'ils chantent ensemble. Cependant, Lloyd quitte
quitte l'église, déçu par ce qu'il entend, puis revient avec un monstre géant qui leur donne de détruire toute l'église. À ces mots, les gens commencent à fuir, effrayés, jusqu'à ce qu'Esché aperçoive Lloyd derrière l'un des piliers. Ignorant toujours sa responsabilité, elle se jette à sa poursuite pour le sauver. Et voyant que le garçon allait bien, Esché se sent plus soulagé. Mais quelques jours après cet incident, Esché dit que Lloyd a avoué à l'église ce qu'il a fait, et à cause de cela, il a fini par être expulsé de l'institution. En plus, il a commencé à être vu par l'église comme un démon. Mais Esché est l'une des personnes qui s'oppose à cette position, car pour elle, Lloyd continue d'être un bon garçon. Se souvenant qu'il y aura un récital à l'église plus tard dans la journée, Esché décide d'appeler Lloyd pour qu'il les rejoigne. Pendant ce temps, Lloyd arpente les rues jusqu'à ce qu'il aperçoive soudain Saria intimidée par deux hommes qui se disputent après s'être croisés. Et quant à elle, Saria demande s'ils savent jouer d'un instrument de musique, mais les hommes refusent. Sur ce, la jeune fille tourne le dos au fauteur de troubles et s'en va. Lloyd, quant à lui, explique à ses amis que Saria est en réalité la 4e princesse du royaume du Saloum, en plus d'être une prodige de la musique. Et bien qu'elle paraisse être une personne très importante, Lloyd lui fait comprendre que Saria est simplement une accro à la musique et ne s'intéresse à rien d'autre qu'à la musique. Soudain, le même homme qui avait abordé Saria l'aborde à nouveau et prétend savoir jouer d'un instrument, en l'occurrence, il est doué pour faire hurler les femmes. Voyant cela, Esché éloigne l'homme de Saria et lui dit que la jeune fille est son amie, pas un instrument de musique. Mais en entendant cela, l'homme continue de la provoquer, affirmant qu'il possède désormais 2 instruments. Quant au prêtre, il commence à s'inquiéter du déroulement du récital qui aura lieu à l'église plus tard dans la journée. Lloyd semble n'avoir rien entendu, puis Babylone l'informe qu'un récital aura lieu avec Esché et Saria, et la rumeur court que la mélodie des voix des filles guérirait les blessures des fidèles. Saria, quant à elle, critique sa façon d'extraire les mélodies d'Esché. S'il a réussi à la faire chanter, il a aussi fini par lui arracher des larmes. En entendant cela, l'homme devient furieux et tente de l'attaquer. Mais à cet instant précis, Ren utilise son focus de mana pour bloquer le mana de son corps. Dans cet état, elle crée une ouverture unique pour libérer du mana, obtenant ainsi une magie plus puissante et plus constante. Après avoir utilisé cette magie sur le prêtre et les bandits, elle parvient à les déstabiliser momentanément. Mais ils ne tardent pas à se ressaisir. Babylone les attaque alors, avec l'intention de les tuer. Cependant, Lloyd l'arrête, et au lieu de frapper les bandits, il les téléporte simplement ailleurs pour qu'ils ne soient pas blessés et ne les dérange pas. Après le réveil du prêtre, Lloyd et les autres lui racontent tout ce qui s'est passé pendant son sommeil, et Lloyd attribue tout le mérite à Babylone, affirmant qu'il est responsable de l'élimination de tous les bandits apparus autour de l'église. Mais en entendant cela, Babylone affirme qu'il a agi selon les règles de Lloyd. Après le départ du prêtre, Esché revient sur le récital à l'église et demande à Lloyd de chanter. Cependant, Saria s'y oppose, affirmant qu'il ne devrait participer au récital que lorsqu'il sera suffisamment entraîné. Au moment de la représentation, Saria commence à jouer du piano, accompagnant Esché. Lloyd, quant à lui, observe les 2 filles jouer de loin, émerveillé par chacune de leurs mélodies. Soudain, il décide de dégainer son épée, et ce faisant, Lloyd découvre sur la lame une sorte de notation magique composée de formes géométriques, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Lors d'une brève conversation avec Grimm, Lloyd dit avoir senti un regard étrange se poser sur eux au début du récital. Quant à Grimm, qui ne l'avait pas remarqué auparavant, elle commence à avoir peur en réalisant que quelqu'un les fixait. Cependant, Grimm ignore d'où cela vient. Lloyd dit que la présence semble être juste au-dessus d'eux, et il en déduit qu'il s'agit d'un serviteur de Dieu. Lloyd utilise sa téléportation pour se rendre à la source de cette présence, mais se retrouve dans un lieu vide, avec seulement des nuages. Cependant, après avoir marché un peu plus loin, ils atteignent une cloche. Après que Lloyd ait découvert qui le surveillait, il découvre qu'il s'agissait en fait d'un ange dépravé qui regardait et se déguisait en Sanji pour Esché et Saria, directement venus du ciel. Jusqu'à ce que l'ange soit interrompu par une boule de Lloyd's Cloud, qui a d'abord rendu l'ange furieux. Mais en réalisant que les humains sont entrés dans le royaume des cieux, il se présente comme Jiriel, un acolyte des 64 divinités du paradis, et demande comment de simples humains peuvent envahir cette barrière sacrée. Lloyd ne perd pas de temps et lui demande de lui enseigner la magie sacrée. Cependant l'ange est narcissique et commence à parler de la question de savoir si sa beauté a donné envie aux garçons de se rapprocher de lui en apprenant la magie. Grin s'approche à son tour de l'ange, lui demandant comment un pervers comme lui peut être un ange. Avec cela Lloyd demande à nouveau de lui apprendre la magie, mais l'ange reste snob, et après lui avoir tourné le dos, il lance de la magie pour achever les envahisseurs. Cependant, il ne comptait pas sur Lloyd pour les défendre facilement, et il comprend comment ils ont réussi à se retrouver là. Ren est très inquiète de la disparition du garçon et dit qu'elle ressentait un regard, tandis que Babylone à son tour la calme et dit qu'elle ressentait quelque chose de différent. Lloyd, à son tour, était en extase au paradis, se battant en duel avec l'ange. Ce faisant, il réalisa que la magie ressemblait à des plumes, mais lourdes et dures comme l'acier, offrant un équilibre parfait. De plus, il ne pouvait l'absorber, et ainsi le garçon arrive à la conclusion que les épées ne sont générées qu'avec l'utilisation du mana, sans limitation. Mais il n'a pas eu peur, au contraire. Maintenant il veut voir à quel point cette magie est durable. Alors il se prépare à invoquer ses magies les plus puissantes, ce qui fit fuir l'ange derrière les barrières, mais n'arrêta pas l'attaque féroce de Lloyd, qui à son tour apparaît derrière l'ange et lui demande pourquoi il esquivait. Et après la frayeur, l'ange lance la mise à niveau de sa magie et dit qu'il ne reculera
l'annulera pas, en l'honneur de sa position céleste, et en plus de cela, il appelle la magie de Lloyd basique. Mais pendant que l'ange se vantait, Lloyd ne voyait que des moyens de tester la durabilité même s'il s'enfuyait. Alors il s'est retrouvé sans autre choix que d'utiliser sa magie de loup noir, qui a rassemblé plusieurs cercles où ils ont conditionné une attaque puissante venant de différentes directions, laissant l'ange foutu. Je veux dire, totalement foutu. Mais l'ange a quand même réussi à s'échapper, ce qui a laissé Lloyd déçu de lui-même pour avoir mal utilisé la magie. Grin, à son tour, est effrayé, car Lloyd a utilisé la même magie que Guisarme, dans ce cas en envoyant de la matière directement à une cible, la téléportation offensive. Sur ce, Grin s'approche de lui et lui dit que le niveau de magie est impressionnant, mais qu'il ferait mieux d'y aller doucement, car même l'ange aurait pu s'éloigner s'il l'avait atteint, et que c'était un peu cruel. Et après que Lloyd ait plaisanté en disant que la magie de l'ange est invincible, il a dit lui-même. Le garçon révèle qu'il peut être rassuré, car il n'utiliserait pas la magie de Jade de cette façon, rassurant ainsi Grin. Et juste après que Lloyd ait envoyé un cercle de magie de feu à l'ange, qu'il esquive rapidement, Grin en profite et crie que Lloyd ne veut pas le tuer. Alors il arrête d'être un lâche et montre comment fonctionne la magie sacrée. Et après que l'ange continue de mentir en disant qu'il n'est pas digne de sa magie, et cela va juste esquiver, Lloyd pense qu'elle tend d'activation du sort d'ouverture pour que l'ange fasse épitrerie. Et quand l'ange est arrivé, cependant, Lloyd a simplement amélioré sa magie pour pouvoir l'activer au moment de la téléportation. Et c'est ainsi que cela a été fait. À la dernière seconde, le garçon a fait un barbecue avec l'ange, ce qui a même fait crier Grin, lui disant de s'excuser pendant qu'il y avait encore une chance. Cependant, l'ange dit que sa magie est infinie et qu'il peut réparer autant de fois que nécessaire, ce qui bien sûr a surpris et excité Lloyd à ce niveau, et a voulu savoir quelle était la limite de la réparation de l'ange, qui à son tour l'a regretté amèrement et a murmuré que ce n'était pas aussi grave qu'il le pensait. Et à la dernière seconde, l'ange crie qu'il a menti et qu'il a une limite, et continue de s'excuser tout en explosant consécutivement. Après ce chaos, l'ange tout entier était transparent, et Grin explique que les entités éthérées comme elles sont essentiellement composées de mana, et donc Lloyd est arrivé à la conclusion que tant qu'il a du mana, il peut produire des épées à l'infini. Déjà sur son lit de mort, l'ange pense que c'était une bataille remarquable, mais il passera le reste de sa vie à vouloir apprendre la magie sacrée. Alors l'ange gagne, mais Lloyd lance une décharge de magie sur lui. Surpris, l'ange demande pourquoi il partage son mana avec lui s'il a essayé de le tuer, mais Lloyd dit qu'il s'en fiche, il veut juste apprendre la magie sacrée. Quelques minutes plus tard, l'ange était immense, ressemblant à Snorlax, en raison de la surcharge de mana, ce qui le faisait se demander qui était le garçon, car ce niveau de mana était supérieur à l'humanité. Et ainsi l'ange voit une chance d'établir une connexion avec le plan terrestre, et annonce qu'il lui enseignera la magie sacrée, mais ils doivent d'abord conclure un pacte, et il lui demande de lui tendre la main. Le garçon le fait innocemment, mais dans les coulisses, le plan de l'ange était de posséder son corps pour visiter la terre et voir les filles qu'il traquait tant. Grin a rapidement compris l'intention, mais il était trop tard. L'ange n'était plus que la main du garçon, et il devait espérer défaire ce pacte avant que le garçon ne grandisse. Et donc Grin éclate de rire en disant que l'ange est un clown, que son mana n'est équivalent qu'à la paume de la main de Lloyd, et qu'il aurait dû mieux savoir. Déjà vaincu, l'ange continue les préparatifs, disant que pour enseigner la magie sacrée, l'ange doit graver la formule magique dans l'âme du candidat. Après cela, le chemin est créé à travers des chansons et d'autres moyens, et il a donc dit d'appeler avec son âme une telle magie. Grin demande avec inquiétude s'il va bien et s'il a attrapé une maladie de ce pervers. Mais Lloyd dit que tout va bien et qu'il peut maintenant facilement comprendre le langage de la magie sacrée dans son esprit. L'ange se vante alors du garçon en disant que la magie sacrée est incroyable, tandis que Grin pense à son tour que cet idiot ne réalise pas ce qui vient de se passer. Maintenant que Lloyd maîtrise la magie sacrée, il a assez de pouvoir pour conquérir à la fois le ciel et les enfers. Il pourrait simplement usurper le trône du seigneur démon s'il le voulait, mais Lloyd dit qu'il est déçu, car l'apprentissage a été très facile, car il apprécie les processus, et que regarder uniquement les résultats a tendance à être ennuyeux. Après tout, explorer chaque étape de la structure est très intéressant. Tout comme il lisait des livres de sorts et se demandait comment cela était devenu ainsi et comment cela était pensé. Comme si on résolvait un puzzle, et qu'il y a de moments où il apprend, c'est comme s'il regardait le visage des prédécesseurs qui ont créé tout cela, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas de faire un effort. Et donc il va essayer d'utiliser Luxa, qui est la magie de l'ange, où il lui dit d'essayer de voir quelle forme prendra la magie, car elle convient à celui qui l'invoque. Pendant ce temps, dans l'esprit de l'ange, il se demandait ce qui avait poussé ce garçon à aller au paradis à la recherche de magie, mais il pouvait ressentir des sentiments sincères lorsqu'il était connecté à lui, juste le sentiment pur et authentique typique que l'on attend d'un ange. Et que le garçon lui rappelle quelqu'un, un garçon qui a gagné son respect il y a longtemps. Et l'ange pense que peut-être dans son service au dieu il a oublié cela, et qu'il devrait regarder les choses plus profondément. Mais ses pensées sont interrompues par la magie monstrueuse qui recouvre tout l'endroit où il se trouvait. Grin lui hurle alors d'arrêter, mais Lloyd lui répond que ce n'est pas encore fini, laissant l'ange et Grin complètement terrifiés. L'ange dit alors qu'il apparaît avec les 8 ailes brillantes d'un archange, mais Grin, en colère, dit que ce n'est rien d'angélique et qu'il devient fou. Mais l'ange, en plus d'ignorer Grin, demande également la permission d'accompagner Lloyd, ce qui fait que Grin lui crie d'arrêter cette magie, qui ressemble
ressemblait plus à un dieu de la destruction. Pendant ce temps sur Terre, Babylon observait tout et pensait sentir une odeur qui ne correspondait pas à l'église, que les fleurs camouflaient bien, mais les rats ont un nez pointu, et que normalement ils n'enquêteraient pas. Mais cela pourrait conduire à une psita de la magie sacrée que Lloyd désire tant. Mais il est interrompu par un homme qui lui demande s'il s'est perdu et propose d'aider le garçon à retrouver sa place légitime. Mais Babylone dit que les roses attirent son attention. Cependant l'homme continue en disant que c'est un gaspillage de ne pas voir cette présentation phénoménale. Et quand on lui demande qui il est, l'homme dit qu'il est prêtre, et que c'est son devoir de guider les paroissiens qui se sont égarés de leur chemin, ce qui fait dire à Babylone qu'il ne guide que les perdus. Mais le prêtre l'ignore et dit que malgré cela, même après de nombreuses années d'une mission ardue, il a encore tendance à se perdre parfois. Mais l'ambiance sérieuse revient lorsque Babylone demande si c'est son insouciance qui l'a poussé à ne pas porter de crucifix à ce moment-là également. Et il ajoute également qu'il a été informé que les clercs doivent l'utiliser à tout moment, et il montre même son dire qu'ils l'ont même donné à lui qui est un novice. À ce moment-là, le prêtre sort simplement son crucifix en or et dit que c'était une erreur de sa part, et qu'il devrait utiliser l'erreur du prêtre comme exemple pour en tirer des leçons, et que s'il entrait dans le clergé, il ne devrait pas briser ses tabous, et donc le lieu où il se trouve est sacré et ne devrait pas non plus être piétiné à la légère. Babylone s'excuse à son tour, puis retrouve Ren et Shiro, dans lequel Ren dit que le récital se terminera bientôt, mais Shiro observe l'atmosphère qui régnait entre Babylone et le prêtre, et passe en mode attaque. Babylone dit alors que le prêtre semble être très pieux. Après tout, il doit polir ce crucifix tous les jours, sinon il ne l'utilise même pas, et que le crucifix a l'air très impeccable pour un membre de longue date de l'église. Le prêtre accepte simplement et dit que son ami à quatre pattes a un très beau pelage, tandis que Shiro avait peur en essayant de se cacher, et il continue en disant qu'il est un chien très intelligent et semble être bien soigné. Mais lorsque le prêtre agite ses doigts pour préparer une attaque, Lloyd apparaît derrière lui avec sa magie de téléportation, surprenant tout le monde. Lloyd demande à son tour ce que tout le monde fait là-bas pendant que le récital a lieu. Et alors que Lloyd s'approchait, Ren demanda où il était passé, mais lorsqu'il passa devant le prêtre, un affrontement psychologique et imperceptible se produisit, alors que le prêtre se tourna vers Lloyd. Cependant le garçon continua simplement à jouer avec Shiro et à le rassurer, lui demandant ce qui s'était passé, puis dérangeant ses amis alors qu'il les emmenait au récital. L'ange voit à son tour le visage du prêtre et réalise que c'est l'homme qui, dans le passé, lui avait valu son respect. Et de retour à l'église, la religieuse lui demande ce qu'il a pensé du récital, et avec le plus grand culot, il dit que c'était incroyable du début à la fin, laissant ses amis incrédules, et en entendant la voix, l'ange se débattait avec l'émotion à l'intérieur du manteau de Lloyd. Babylone demande alors si le jardin intérieur est considéré comme un lieu sacré, et la religieuse répond que oui. Après tout, il l'utilise pour donner du repos aux animaux de compagnie des fidèles. Ce qui effrayait Babylone, c'est que c'est de là que venait l'odeur de pourriture, et donc il pense qu'il est difficile de laisser derrière lui la vie d'un meurtrier, et qu'il continue à tirer les pires conclusions. Lloyd lui demande alors s'il va bien, mais Babylone pense qu'il a beaucoup de doutes dans sa tête à ce moment-là. Alors que Lloyd va voir le prêtre et lui dit qu'il cessera d'aller à l'église à partir de ce jour, Babylone pense qu'il semble avoir trouvé ce dont il avait besoin, et pense que ce qui se passe là-bas ne le regarde pas, et décide donc d'arrêter de penser. Jusqu'à ce qu'Éché vienne le voir et le remercie infiniment de l'avoir sauvé cet après-midi-là, ce qui laisse le garçon à nouveau pensif. Pendant ce temps, le prêtre marchait sur son crucifix pour le salir davantage. Après tout, il avait perdu son crucifix d'origine et avait récemment reçu ce nouveau. Puis une brèche s'ouvre, et les démons lui parlent mentalement, où il dit qu'il n'est pas nécessaire de les poursuivre, mais qu'il va augmenter la sécurité là-bas pour qu'il n'interfère pas avec ses plans, surtout maintenant que le jour est proche. Et lors de rencontres avec des amis de Lloyd, l'ange commence à se plaindre. Il montra qu'il n'appréciait pas du tout de devoir conclure un pacte avec ces êtres qui, à ses yeux, ressemblaient davantage à des barbares. En entendant cela, Lloyd lui rappela que ses recherches sur la magie sacrée seraient bien plus efficaces si l'équipe était plus nombreuse. Il demanda donc à l'ange de l'aider. Ami, pour pouvoir utiliser la magie sans devoir faire un rituel avec lui. Dans ce passage, l'ange indique clairement que Lloyd est une exception, donc il n'a pas vraiment l'intention de signer un pacte sans aucun autre être. Lloyd, quant à lui, l'interrompt, lui rappelant qu'il attire trop l'attention sous sa forme habituelle. Lloyd demande alors à l'ange de prendre une forme plus discrète. À ces mots, l'ange prend rapidement le corps d'une créature mignonne, légèrement plus petite, persuadé que cela suffira à faire trembler le cœur de Lloyd. Cependant, le garçon le déçoit. Après tout, il n'avait même pas prêté attention à ce que faisait l'ange. Plus tard, Lloyd rencontre à nouveau les habitants de Lordost qui, à sa vue, commencent à semer le trouble, en raison de leurs désaccords passés. Voyant cela, Talia s'excuse auprès de Lloyd, affirmant que les habitants de Lordost sont effectivement indisciplinés. Quant à l'un des fauteurs de troubles, il ne comprend pas pourquoi Talia s'incline devant un garçon aussi simple. Voyant que personne ne lui fera rien, les deux hommes tentent de s'en occuper, mais sont surpris par une lueur vive émanant de Lloyd. Dès qu'ils sont touchés par la lueur, les hommes passent de l'eau au vin, devenant plus attentifs et bienveillants. Voyant cela, Talia est stupéfaite et réalise que la magie de Lloyd a même réussi à changer la personnalité des habitants de Lordost, chose qu'elle croyait pratiquement impossible. Quant aux deux hommes, ils commencent même à s'excuser pour ce qui s'est passé et promettent même de s'excuser auprès de leur sœur. En entendant cela, l'ange est perplexe et Grimm l'informe que ces deux-là ont poursuivi Éché et Saria. Ayant découvert ce qu'ils ont réellement fait, l'ange s'irrite et décide de les punir
tenir tous les deux. Pendant ce temps, Babylon reste à l'église, cuisinant pour les sœurs et gagnant peu à peu la confiance de tous afin de pouvoir redorer le blason que Lloyd a laissé en fuyant l'église et ses devoirs. De retour auprès du garçon, Lloyd est abordé par 3 serviteurs qui le supplient presque de l'aider. Voyant cela, l'ange envie sa popularité et affirme qu'il vit pratiquement au paradis. Grimm, quant à lui, s'irrite de voir l'ange si agité et lui demande de bien se tenir s'il veut continuer à vivre avec eux. Soudain, un autre Lloyd interpelle les serviteurs et leur demande de lui apporter du thé. À la vue de la créature, l'ange demande ce qu'est exactement ce clone de Lloyd. Grimm explique que Lloyd a fabriqué une poupée en bois à son effigie, car il utilise ce clone pour effectuer des tâches ménagères. Et puis, à un autre moment, le vrai Lloyd revient dans sa chambre et annonce qu'ils vont devoir lancer une chasse aux ghouls. Après tout, les morts-vivants sont la cible idéale pour tester la magie sacrée. En entendant cela, Grimm lui rappelle que ce type de monstre n'est pas si facile à trouver. Mais Lloyd affirme avoir déjà rassemblé suffisamment d'informations sur les ghouls à Lordost. Et pendant la conversation, Sylpha entre dans sa chambre après que Lloyd l'ait invoqué et lui demande ce dont il a besoin. Lloyd va droit au but et lui propose de partir à la chasse aux ghouls avec lui. Et dès qu'il entend cette demande un peu aléatoire du garçon, Sylpha tourne le dos et sort en courant de la pièce. Puis elle revient avec son épée prête et dit qu'ils peuvent partir quand ils le souhaitent, car elle sera libre pour la mission. Lloyd et ses amis se lancent alors dans un nouveau voyage et arrivent au grand pont de Dan, qui, selon la guilde des aventuriers, est l'endroit où l'on trouve le plus grand nombre de témoins de ghouls. En chemin, Lloyd s'impatiente du retard à retrouver les créatures et demande à Sylpha d'utiliser son odorat pour localiser plus rapidement le repère des ghouls. Cependant, elle lui rappelle que ces monstres sentent la chair en décomposition, ce qui rend difficile de déterminer s'il s'agit de ghouls ou de simples restes de nourriture périmée. Lloyd, quant à lui, se souvient que sa détection de présence n'est pas très utile en présence d'autant de monde. Soudain, Lloyd et son groupe sont abordés par Saria et Éché, qui prétendent être là juste pour déjeuner et invitent Lloyd à se joindre à eux. En l'entendant parler de crêpes, le garçon est impatient d'y goûter et ses yeux s'illuminent. Une fois au restaurant, Shiro se dit étonné de voir Lloyd dans un tel état d'euphorie, car les seules autres fois où il a vu Héctor aussi enthousiaste, Lloyd parlait de magie, le seul sujet qu'il semblait apprécier autant. En entendant Grimm dire cela, Lloyd réplique que les crêpes peuvent aussi être considérées comme des objets magiques. Après tout, les ingrédients qui les composent produisent une friandise incroyablement délicieuse, ce qui, pour Lloyd, peut déjà être considéré comme un exploit comparable à la magie. Quant à Feeling, elle en déduit que Lloyd mange des crêpes pour la première fois et lui suggère donc de commencer par les manger nature. Après tout, il doit d'abord goûter les crêpes dans leur forme de base. Au cours de la conversation, Saria demande ce qu'il faisait dans les environs. Lloyd et les autres n'hésitent pas à dire la vérité, précisant qu'ils sont là pour chasser les ghouls. Après tout, selon les témoins, il y a 3 endroits où l'on voit le plus souvent des ghouls: le grand pont de Dan, le cimetière nord et les ruelles sud. Quant à Éché, elle ne s'en soucie guère, affirmant que seule la représentation la préoccupe, car avec le nombre croissant de ghouls dans les environs, elle pourrait être annulée, selon l'agitation des monstres. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Lloyd et les autres atteignent le pont de Dan et décident de pénétrer dans les égouts à la recherche des ghouls. Sylpha utilise son odorat pour confirmer la présence des ghouls, mais ce faisant, son nez manque de s'ouvrir à cause de la puanteur, et elle réalise que les ghouls sont bel et bien dans les égouts. Lloyd, quant à lui, dit s'inquiéter d'une rumeur. Sylpha en déduit qu'il pense aux aventuriers disparus dans la région. Il l'informe à son tour qu'une amie à lui, également aventurière, a récemment disparu et que Lloyd décide alors de la rechercher dans les environs. Soudain, Lloyd est surpris par Tao, qui lui saute dessus en réalisant que le garçon est derrière elle. Mais en entendant cela, Sylpha gifle la jeune fille et lui dit qu'en réalité, la chasse aux ghouls de Lloyd vise à tester sa magie sacrée. Sylpha lui fait comprendre que Tao n'est qu'un personnage secondaire dans toute l'histoire. Quant à Lloyd, il commence à s'interroger davantage sur l'endroit, et comme Tao est là, Lloyd confirme que les égouts sont bien le repère des ghouls. Tao éclate en sanglots. Disant qu'elle a fini par se perdre dans cet endroit sale et malodorant, elle adore quand elle sentit la présence de Lloyd dans les environs. Tao s'en servit comme repère jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à le trouver. Dès qu'il quitte les égouts, Tao décide de rejoindre ses quartiers pour récupérer sa lanterne. Mais en entendant cela, Lloyd lance un sort de purification appelé « Lumière du soleil », formant un halo lumineux au-dessus de sa tête, illuminant ainsi tout l'endroit. De plus, la lumière générée par le halo purifie également toute saleté environnante. Voyant cela, Tao réalise qu'avec cet air pur, elle peut enfin remplir ses poumons et canaliser son QI plus efficacement. Quant à Shiro, il décide de partir seul à la recherche des ghouls. Cependant, Lloyd remarque que la puanteur ambiante va submerger son odorat, ce qui lui prendra plus de temps que d'habitude pour les trouver. Lloyd décide alors d'utiliser son détecteur de présence pour scanner la zone. Mais en chemin, il est surpris par Tao, qui le remarque en train de respirer le QI. Elle lui demande où il a appris cette technique. Lui, à son tour, répond qu'il l'a apprise de Sylpha, ce qui la met encore plus en colère. Sur ce, Sylpha soumet Tao de quelques gifles supplémentaires, et Lloyd change
change de sujet et l'interroge sur l'épée du tueur de démons. Cependant, Sylpha affirme l'avoir laissée à la maison pour la garder aussi propre que possible. Quant à Tao, elle fait preuve d'une nouvelle puérilité en invitant Sylpha à un jeu pour déterminer lequel des deux est le plus fort. Mais en entendant cela, Sylpha lui rappelle que le but de la mission 3 est de tester la magie sacrée, et qu'ils n'ont donc pas de temps à perdre avec ces jeux absurdes. En entendant cela, Tao insiste, affirmant que le gagnant du jeu pourra rencontrer Lloyd en tête-à-tête. Puisqu'il l'aide dans son expérience, Tao pense qu'il devrait au moins les récompenser. Cela dit, Tao les informe que leur jeu n'aura qu'une seule règle. Pour gagner, il faut tuer le plus de ghouls. Pendant le combat, Tao prend de l'avance, tuant plusieurs ennemis. Cependant, Sylpha intervient et vole les ghouls qu'il tuait. Sylpha adopte alors la même stratégie, suivant la jeune fille partout où elle va. Tao s'irrite encore plus et lui dit d'arrêter de copier ses mouvements. Mais en entendant cela, Sylpha tente une excuse, prétextant qu'elle teste simplement le tranchant de son arme. Durant le combat, Tao remarque que Sylpha est plutôt douée, même si elle n'utilise ni son QI ni sa magie. Sylpha, elle, loue aussi la performance de Tao en pensée, mais garde cette information pour elle. Pendant ce temps, Ren se tient à l'écart, impressionné par leur force. Tentant d'attaquer l'une des ghouls avec son épée empoisonnée, il finit par la détruire. Lloyd lui lance une nouvelle épée qui, en plus du poison, possède également une richesse de magie sacrée. Utilisant la nouvelle lame contre les ghouls, Ren parvient finalement à les tuer. À la fin du combat, les trois filles sont à égalité, ne laissant qu'un seul ennemi. Elles se précipitent sur lui pour le tuer et sécuriser leur rencontre avec Lloyd. Pendant ce temps, un homme capture le prêtre de l'église et semble prêt à prendre possession de son corps pour pouvoir se déplacer librement dans l'église. Mais à cet instant précis, Saria surprend l'homme en train d'attaquer le prêtre et est choquée par ce qu'elle voit. En essayant d'attaquer la créature, Tao finit par s'asséoir involontairement. Comme sous l'emprise de la créature, Sylpha apparaît juste derrière elle et coupe les fils que le monstre utilisait pour la maintenir assise. Ren, quant à elle, comprend enfin ce qui leur arrive, mais affirme qu'il est impossible qu'un monstre pareil ait autant de pouvoir. Dès que la créature attaque le même fil vers Lloyd, celui-ci le ramasse et l'analyse, et découvre finalement que ses fils sont à l'origine de la moelle épinière du monstre. En découvrant cela, Ren est certaine d'avoir affaire à un monstre familier. Elle se souvient d'avoir entendu parler il y a longtemps du flagellé neuronal, un flagellé né dans une petite province. Apparemment, son corps est capable de produire une infinité de moelles épinières de mana. Lorsque ces moelles entrent en contact avec les membres d'une autre personne, elles interfèrent avec ses nerfs moteurs et neutralisent les commandes du cerveau. De plus, les moelles épinières enveloppées dans sa peau portent des formules de mana pour l'esquive et la contre-attaque, ce qui signifie que ce flagellé peut se déplacer plus vite que la vitesse de la pensée. Et parce qu'il est si puissant, ce flagellé a même été utilisé comme arme biologique lors d'une guerre civile, ce qui a profondément bouleversé Ren. Quant à Jade, il explique que, comme eux, le flagellé neuronal ne pouvait contrôler sa puissance, mais que dans son cas, il présente un déséquilibre absurde, capable de détruire quiconque entre en contact avec lui, ami ou ennemi. Et même après avoir reçu une balle en plein cœur, certains rapports indiquent que ce flagellé a continué à tuer par réflexe, devenu un mort-vivant intouchable. Pour l'arrêter, ils durent détruire un morceau de falaise et le jeter à la mer. Tandis que le corps du flagellé neuronal sombrait sous les vagues déchaînées, il continuait à se débattre. De retour au présent, Tao remarque qu'un fil y est bel et bien accroché. Cependant, Ren affirme que cela n'a toujours aucun sens, car selon les rumeurs, le flagellé neuronal serait mort après avoir coulé. Sylpha affirme cependant que si l'histoire de Ren est vraie, même après sa mort, le corps du flagellé neuronal a continué à bouger, ce qui signifie qu'il est possible qu'il soit encore en vie. Mais Ren affirme que ce ne sont que des mouvements mécaniques, rien d'aussi intelligent et coordonné que la créature devant eux. Elle poursuit en affirmant qu'il est impossible qu'il s'agisse du neurone flagellé, même si tout le monde le pense. Lloyd, quant à lui, en déduit que la créature pourrait bien être le neurone flagellé, mais sous sa forme ghoul. Soudain, Tao remarque le monstre qui s'approche à nouveau et se prépare à attaquer. Cependant, le monstre produit encore plus de fils pour les attaquer. Pendant ce temps, Saria continue de surveiller l'attaque du prêtre, jusqu'à ce que soudain, le serviteur annonce à son maître qu'il préfère posséder le corps de Saria plutôt que celui du prêtre. Entendant cela, le maître autorise son serviteur à agir à sa guise, lui demandant seulement de faire bon usage du corps de la jeune fille. Mais avant que le serviteur ne puisse la dominer complètement, il est interrompu par Babylone, qui arrive pour régler la situation. De retour auprès de Lloyd et des autres, ils poursuivent leur affrontement contre le monstre, où Sylpha affirme avoir déjà compris le fonctionnement des attaques ennemies. Et puis les trois filles parviennent à passer le fils lancé par le monstre. Cependant, la créature parvient à bloquer toutes leurs attaques, car elle utilise ses fils de moelle osseuse pour se défendre autant que pour attaquer. Mais, constatant que tous ses membres sont déjà occupés, Ren utilise son poison contre l'ennemi. Bien qu'il s'agisse d'une ghoul, elle est néanmoins affectée par l'attaque de Ren, car elle a utilisé une neurotoxine agissant directement sur le système nerveux de la cible, l'empêchant ainsi d'utiliser ses fils de moelle osseuse. Après cela, Ren ordonne aux filles de saisir cette occasion pour attaquer le monstre, car il ne sera pas paralysé à jamais. En
entendant cela, Tao attaque immédiatement, puis lance le monstre sur Sylpha pour lui infliger le coup fatal. Sylpha utilise alors sa capacité « Rugissement du lion » pour attaquer le monstre, laissant entendre que la créature a été complètement éliminée. Cependant, Sylpha affirme qu'à la dernière seconde, ses mouvements automatiques sont revenus, et elle pense donc lui avoir laissé le temps d'amortir sa chute. De plus, elle trouve étrange que le monstre puisse contrôler ses pouvoirs à sa guise. Après tout, elle pensait que tous les fléaux ne les contrôlaient pas aussi bien, et Sylpha en déduit que l'affaire est plus grave qu'il ne l'imagine. À ce moment précis, Sylpha remarque le monstre en fuite et leur dit de ne pas le laisser s'éloigner trop. Le monstre, quant à lui, fait preuve d'une certaine vigilance, réalisant qu'il ne peut pas tenir tête à 3 aventuriers aussi forts qu'eux. De plus, il se souvient que son maître l'attend toujours à l'église. Cependant, le monstre compte sortir s'amuser à la surface avant d'aller le retrouver. Quant aux aventuriers qu'il vient d'affronter, il promet de les rencontrer quand le moment sera venu. Et puis, se souvenant de sa vie de son vivant, le monstre la résume à une vie de merde, constamment maltraité, sans aucun lieu où se sentir chez lui, jusqu'à ce qu'il finisse par devenir un éthéré, une race capable de posséder le corps des vivants et de les contrôler à sa guise. Mais dans son cas, cela ne fonctionnait que pour les faibles d'esprit. Il continua alors sa vie ainsi, jusqu'à ce qu'il rencontre soudain son maître, qui lui parla d'un cadavre puissant, surnommé le cadavre de la guerre civile, qui continuait d'exercer un pouvoir incroyable même après sa mort. Depuis, il a pris le contrôle du corps de cet être et demande à son maître ce qu'il veut en échange. Cependant, le maître le surprend en lui disant qu'il ne veut rien en retour. Il lui demande plutôt d'utiliser le corps de cet être comme bon lui semble. En entendant cela, il se lance d'abord à la poursuite des bâtards responsables de sa mort. Mais une fois ce but atteint, il n'a plus d'autre projet en tête. Dès lors, les désirs de son maître deviennent le centre de son univers. Et lorsqu'il se retrouve face à Lloyd, le monstre réalise que le garçon s'est effectivement révélé très différent des autres, car il a été le premier à remarquer ses fils avant tout le monde. De plus, il entra intentionnellement en contact avec l'un de ses fils, ce qui le terrifia profondément. En entrant en contact avec Lloyd, il ressentit un tel désespoir qu'il en fut paralysé. Sentant un mana immense émaner du garçon, le monstre implora sa pitié et lui demanda de le laisser partir. Mais se souvenant que Lloyd représentait une menace pour son maître, le monstre tire sa force de l'au-delà et passe à l'attaque même s'il n'a qu'un bras disponible pour combattre. Dans ce cas, Lloyd projette une barrière autour de son corps, évitant de subir cette attaque. Après cela, Lloyd frappe le monstre et remarque qu'il a cessé de réagir automatiquement. Le monstre demande au garçon ce qu'il compte en faire. Lloyd répond qu'il les emmènera étudier l'interaction des formules magiques dans son corps. Après tout, une goule capable d'utiliser des pouvoirs de son vivant est rare. En prononçant ces mots, Lloyd remarque que le monstre lui parle et en est stupéfait. Grimm, quant à elle, suggère que la goule doit être un être éthéré, possédant à son tour le corps d'un autre être. En entendant cela, Lloyd est encore plus intéressé par la rencontre avec le monstre et lui demande de les accompagner. Il se met alors à pleurer du sang, se demandant si ses larmes sont les siennes ou celles de la guerre civile, qui, dans ce cas, est son hôte. Grimm, quant à elle, fait l'éloge du monstre, affirmant qu'il a fait preuve d'un grand courage pour affronter Lloyd sans s'enfuir. En entendant cela, le monstre se souvient des épreuves qu'il a dû affronter dans le monde où il a grandi et réalise qu'affronter Lloyd est bien plus difficile que tout ce qu'il a dû affronter de son vivant. Et pour la première fois, il voit une main bienveillante se tendre vers lui. Le monstre remercie Lloyd pour sa considération, puis s'excuse pour tout ce qu'il lui a fait subir. Il se souvient alors d'une rencontre avec son maître, où il avait découvert une pierre censée contenir un sort divin appelé l'Uma Maxima. Une fois brisée, la chair putréfiée que le monstre contrôle, ainsi que son corps éthéré, serait instantanément anéanti. De retour au présent, le monstre décide d'utiliser cette pierre, et après l'avoir détruite, disparaît de la vue de tous. Jyriel en déduit alors qu'il a utilisé de la magie sacrée, une magie inhabituelle venant d'une goule, notamment l'Uma Maxima, un sort avancé que seuls quelques-uns peuvent lancer. Soudain, ils entendent une voix provenant du tas de poussière, et l'être leur demande de protéger son maître. En entendant cela, Lloyd devient encore plus curieux de découvrir ce qui se cache derrière l'être. Pendant ce temps, Babylon demande à Éché d'emmener le prêtre à la guilde des aventuriers. En entendant cela, elle s'inquiète pour lui. Cependant, Babylon assure qu'elle ira bien et lui demande simplement d'y aller. De plus, il lui conseille de ne pas demander de renfort, car après tout, l'être devant elle ne peut être vaincu par personne. Seul avec l'être, Babylon lui demande s'il est une sorte de monstre. Cependant, le maître ne montre aucune envie de lui expliquer ce qu'il est. Après tout, il est déjà déterminé à tuer Babylon, alors mieux le connaître n'aura aucune importance. Pendant le combat, Babylon se souvient de la conversation qu'il a eue avec Lloyd avant son départ. À l'époque, ils avaient tous deux trouvé étrange l'un des prêtres qui, dans ce cas précis, est l'ennemi auquel il fait face. Bien que le danger soit imminent, Lloyd affirme ne pas avoir terriblement peur de la situation, en déduisant que c'est parce qu'il ne peut pas saisir la puissance de son ennemi. Et pendant le combat, Babylon se rend compte qu'il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter son ennemi. Dans ce cas, il doit utiliser la magie de classe purificatrice. Dans ce cas, il attaque l'ennemi avec une séquence de plusieurs flashs, l'un arrivant complètement, mais à la fin, il est touché par un coup complet, puis est jeté au sol dans une mare de sang.
Alors que Babylone est jeté à terre, le maître se lamente parce que son ennemi n'a rien de spécial à montrer, jusqu'à ce que Babylone apparaisse soudain derrière lui et lui annonce qu'il a touché la mauvaise cible lors de sa dernière attaque. Cela dit, il lui en dit un peu plus sur sa capacité spéciale. Elle rend le corps de Babylone extrêmement flexible, capable de tordre n'importe quelle partie de son corps plus que la plupart des gens. Lors de sa dernière attaque, Babylone explique avoir utilisé sa capacité à tordre l'intérieur de son corps, évitant ainsi un coup fatal de son ennemi. De plus, il utilise sa capacité à tordre les os pour augmenter sa force et attaquer son maître, qui, à son tour, remarque que Babylone est dangereusement puissant. Mais même s'il réussit à l'attaquer, Babylone prétend être mécontent, car il compte toujours attaquer son maître de toutes ses forces. Sur ce, il attaque son ennemi à plusieurs reprises, le coinçant complètement. Durant la séquence d'attaque, Babylone a l'impression d'être sur le point de vomir, car son mana est à court. Malgré tout cela et ses bras déjà engourdis, Babylone continue de frapper sa cible, son seul objectif étant de permettre à Éché de s'échapper et de trouver un refuge pour elle et le prêtre. Mais durant le combat, Babylone est piqué par les griffes qui dépassent du dos du maître et retombe contre le mur. Après cela, le maître affirme comprendre les sentiments du garçon, puis remarque que son corps semble être un hôte idéal pour lui, et décide de tuer Babylone pour prendre possession de son corps. Pendant ce temps, Katarina s'occupe d'aventuriers qui se sont réfugiés à la guilde à cause de la pluie. Cependant, elle s'en plaint, affirmant que la guilde ne devrait pas être utilisée pour cela. Soudain, Katarina remarque quelqu'un d'autre arriver, et suppose qu'il vient également se mettre à l'abri. Cependant, elle réalise que la personne qui vient d'arriver est en fait Éché elle-même, arrivée à la guilde déjà effrayée. Katarina s'approche d'elle et lui demande ce qui s'est passé, mais au milieu de la conversation, elles sont interrompues par deux aventuriers qui proposent d'aider Éché. Bien qu'elle ait le soutien de tous, Éché se souvient de la menace du maître et décide de s'abstenir de donner plus de détails, affirmant que le prêtre a simplement glissé sous la pluie, mais qu'il s'en sortira. Elle laisse ensuite le prêtre à la guilde pour qu'il se repose un peu, puis se précipite dehors. Cependant, dès qu'elle quitte la guilde, Éché regrette de ne pas avoir sollicité leur aide et se sent stupide de s'être laissé envahir par la peur. Après tout, les aventuriers semblaient suffisamment forts. Mais dès qu'elle se souvient du visage terrifiant du maître, elle se sent mal et réalise qu'elle a bien fait de ne pas impliquer les aventuriers dans cette affaire, car ils mourraient à coup sûr s'ils tentaient d'affronter cette puissante créature. Quant à Babylone, Éché réalise qu'elle doit trouver une solution pour le sauver au plus vite, car si elle n'agit pas à temps, le garçon pourrait être tué par le maître. Alors qu'elle court sous la pluie, Éché se rabaisse une fois de plus, affirmant que son seul talent est le chant, une compétence qui ne lui permet pas de combattre quiconque. Puis, elle implore le ciel, implorant Dieu de l'aider dans sa situation difficile. Et tandis qu'elle dit cela, Éché se souvient que sa sœur la rabaissait et s'interrogeait sur ses motivations à rejoindre l'église, car selon elle, Éché ne mérite pas d'être qualifiée de sainte. Et soudain, Éché perd l'équilibre et tombe au sol dans une flaque d'eau, mais peu après elle est rattrapée par Lloyd, qui lui dit que la forte pluie a commencé quand il se rendait à la guilde. Sur ce, il offre son parapluie à Éché et lui promet de la ramener bientôt à l'église. Cependant, voyant que Lloyd a finalement décidé de se montrer, Éché ignore tout ce qu'il lui dit et se contente de le supplier de l'aider. Dans ce cas précis, Éché demande à Lloyd de partir sauver Babylone. Mais dès qu'il dit cela, Éché reprend ses esprits et tente de piéger Lloyd en lui demandant d'oublier qu'elle lui a demandé son aide, sachant que si le garçon se lance à l'ennemi, lui aussi finira par mourir. Pendant ce temps, Babylone se retrouve dans une pièce blanche inconnue et dit que sa vie n'a jamais été la meilleure. Alors cela ne le dérange pas de finir comme ça. De plus, il pense avoir déjà fait sa part en assurant la sécurité d'Éché. Réalisant qu'il est ailleurs, Babylone appelle quelqu'un et demande s'il y a quelque chose à boire. Juste à ce moment-là, un homme l'entraîne dans un autre endroit, où une jeune fille chante de belles mélodies. En entendant la jeune femme chanter, Babylone laisse les boissons de côté, jusqu'à ce qu'il se réveille soudainement et réalise que la jeune fille chantait juste pour le réveiller. Ils lui font un résumé de tout ce qui s'est passé pendant ces jours d'inconscience. En l'occurrence, Lloyd a récupéré Babylone et l'a emmené à Lordost afin qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. Et 3 jours plus tard, Babylone s'est enfin réveillé sous leurs yeux. Maintenant qu'il n'est plus un souci, Tao décide de se concentrer uniquement sur la protection de l'église contre une éventuelle nouvelle invasion. Quant à Lloyd, il dit avoir emmené Éché et le prêtre à Lordost avec les autres, pensant qu'ils seraient les deux principales cibles des récentes attaques contre l'église. Ayant entendu tout ce qui s'est passé, Babylone comprend enfin sa situation et s'enquiert de Lloyd. En entendant le nom du garçon, Galilée dit que Babylone a eu de la chance de s'être réveillé à temps. Après tout, Lloyd avait prévu de l'utiliser comme cobaye pour une expérience de réveil forcé. Lloyd le regarde avec déception, mais tente de la dissimuler, se disant soulagé que Babylone se soit réveillée. Quant à lui, Babylone pense s'être réveillé plus vite parce que Lloyd a comprimé ses organes grâce au pouvoir de la flexibilité. Le voyant parler avec tant de nonchalance, Talia le traite d'idiot et affirme qu'il a failli mourir. Après tout, Lloyd et Jyriel ont dû lui infliger des sorts de guérison pendant plus de 10 heures, et il ne s'était toujours pas réveillé. Babylone comprend les efforts qu'ils ont fournis pour lui et exprime sa gratitude à tous. Cependant, Lloyd lui dit qu'il devrait seulement remercier Éché et Jade, car Éché l'a purifié sans relâche jusqu'à ce qu'elle le voie reprendre conscience, et elle a fait tout cela sans même demander l'aide de Lloyd. Cependant, Lloyd lui fait comprendre que sans son pouvoir de téléportation, Babylone serait mort de toute façon. Cela dit, Lloyd lui pose quelques questions pour mieux comprendre
comprendre ce qui s'est passé dans l'église. En découvrant que l'ennemi peut se métamorphoser comme un monstre et même manier Luxa, Jyriel s'irrite contre Babylon, qui laisse entendre qu'un ange comme Jyriel pourrait réellement lui conférer la magie divine. Babylon, quant à lui, rapporte avoir porté plusieurs coups divins sur le monstre, mais n'a finalement vu aucun signe de la part de l'ennemi. En entendant cela, Lloyd lui rappelle que les coups divins n'affectent que les consciences coupables, et que, puisque l'ennemi précédent n'a subi aucun dommage, cela signifie qu'il ne se sent pas coupable de ses actes et estime agir correctement. Mais au-delà de cela, Lloyd croit également que l'ennemi est peut-être profondément convaincu que la purification de Babylone est impénétrable. Mais quelle que soit l'option retenue, Lloyd réalise que cet ennemi lui causera de sérieux ennuis. Un autre jour, Lloyd entend la version du prêtre concernant l'attaque du monstre contre l'église, et en déduit que le maître voulait posséder Éché et le prêtre précisément pour mieux surveiller l'église. Cependant, Lloyd ne comprend toujours pas le but de l'être. Quant à Babylone, il prétend avoir rencontré l'ennemi dans le jardin intérieur. En entendant cela, Lloyd désigne le jardin intérieur comme un endroit suspect, et il s'y rend donc. En discutant avec Tao, il demande ce que Katarina lui a dit après avoir appris les derniers événements. Mais au milieu de la conversation, ils sont interrompus par Katarina elle-même, qui commence à se plaindre de son travail à la guilde des aventuriers. En entendant cela, Tao demande ce qui lui est arrivé exactement. Katarina explique qu'après avoir entendu le rapport de Tao, elle a décidé de se rendre au siège de l'église et de leur remettre l'image de l'homme qui a attaqué Babylon. Là, le prêtre est informé de tous les détails concernant l'homme, ainsi que de l'utilisation d'une somptueuse magie sacrée pendant le combat. Mais dès qu'ils entendent cela, les autres prêtres s'irritent, car il est impossible qu'un monstre aussi simple puisse être l'un d'eux, les plus dévoués serviteurs de Dieu. Aussi, les prêtres rejettent toute importance à ces rumeurs, les interprétant plutôt comme des rumeurs impies. L'un d'eux demande qui est responsable de cette histoire. Puis un serviteur de l'église leur montre l'image du gouverneur de Lordost, affirmant qu'il est à l'origine de ces rumeurs. Dès qu'ils voient l'homme, les prêtres lui rappellent que le gouverneur de Lordost n'est qu'un bandit dénué de toute crédibilité. Les voyant rabaisser les autres sans être sûrs de rien, le prêtre leur demande de procéder calmement. Mais à la fin de la réunion, il leur demande de présenter des preuves contre l'église avant de l'accuser d'être impliqué dans l'attaque de Babylone. Après tout, l'homme derrière l'attaque était censé être un agent de l'église. Lloyd, quant à lui, décide de poursuivre la fouille du jardin intérieur et ordonne aux frères de continuer à abattre le sol. Pendant ce temps, Corbeau parle aux corbeaux et leur demande de l'aider dans sa mission. Soudain, Saria arrive et commence à toucher les saints d'Éché pour la punir d'avoir disparu de nulle part. Elle demande alors si Éché pourra assister au récital. Babylon intervient alors et informe Saria qu'Éché a été attaqué par un homme très puissant et qu'il pourrait être à nouveau pris pour cible. Il estime donc que le récital devrait être annulé. Pendant ce temps, Sylpha découvre enfin quelque chose de suspect dans le jardin. Un escalier secret menant quelque part. Lloyd remarque alors que la porte du sous-sol est faite d'un matériau qui bloque à la fois le mana et le QI. Découvrant l'existence d'un tel endroit sous l'église, Éché est indigné et Babylon lui demande de rester pendant qu'ils descendent voir ce qui se trouve au sous-sol. Mais en entendant cela, Éché demande à les accompagner. Ils accèdent alors au lieu secret et découvrent que des êtres vivants ont été soumis à des expériences sous l'église depuis le début. Toujours dans le passé, avant Babylonac s'engrave son réveil, Corbeau s'approche du lit et exhorte son ami à se réveiller rapidement. Soudain, Éché se précipite dans la chambre et leur demande de la laisser soigner Babylon avec sa magie sacrée. Tao, furieuse de voir un membre de l'église présent, affirme que Babylon a été attaqué par un homme déguisé en prêtre. Elle pointe Éché du doigt avec impolitesse et leur dit de ne faire confiance à personne de l'église. De retour au présent, Éché et les autres sont surpris de découvrir l'endroit qu'elle avait caché sous l'église. Et voyant que Tao avait raison de se méfier de l'église, Éché s'excuse au nom de l'institution. Quant à Galilée, il se demande ce que sont ces choses. Tao en déduit que ce sont des monstres. Et alors qu'il reste quelques secondes dans la cachette, Sylpha remarque que le bruit extérieur résonne fortement lorsque quelqu'un passe en dessous. Après avoir réfléchi à plusieurs choses, elle en déduit qu'il s'agit de la cachette de l'homme qui a attaqué Babylone. Quant à Galilée, il lui demande si elle pense qu'il reviendra, et Sylpha répond qu'il ne reviendra probablement pas de sitôt, vu les dégâts qu'il a causés à la surface. De plus, elle pense que l'homme était déjà conscient de la possibilité que la cachette soit découverte et qu'il avait donc déjà préparé un autre emplacement. Soudain, Ren remarque un monstre familier et dit qu'il ressemble au ghoul qu'ils ont affronté dans les égouts. Voyant que Ren a raison, Sylpha comprend que l'attaque de l'homme et ce qui s'est passé dans les égouts sont liés, ce qui l'effraie. À ce stade, Lloyd conclut son analyse des lieux et dit que cet endroit ressemble plus à un laboratoire d'alchimie qu'à un laboratoire de sorcellerie. Dans ce cas, le but de la personne derrière cet endroit est de récolter des cellules d'organismes vivants et de faire pousser des membres entiers avant de les attacher. De plus, Lloyd affirme que les tentatives de fusion d'éléments éthérés en corps faisaient partie des
recherches de synthèse menées dans ce laboratoire. Pendant ce temps, Éché reste terrifié par la situation, ignorant totalement qu'une action aussi macabre se déroulait juste sous l'église. Et en y réfléchissant, Sylpha réalise que les ghouls qu'ils ont combattus dans les égouts n'étaient probablement pas authentiques, car il s'agissait vraisemblablement de créatures assemblées à partir de divers éléments. Autrement dit, ces créatures sont des chimères, des êtres créés à partir de l'assemblage de multiples vies. Tandis qu'elle analyse la situation dans son ensemble, Sylpha ne sait toujours pas exactement ce que le sujet espère faire de ces chimères qu'il produit. Et bien qu'il n'ait pas encore de réponse, Galilée affirme que ce n'est probablement pas une bonne chose. Lloyd, quant à lui, commence à s'enthousiasmer, même si les choses ne s'annoncent pas bien. Pour Lloyd, le sujet derrière tout cela doit essayer de modifier son propre corps. En entendant cela, Sylpha s'avance et dégaine son épée, déclarant qu'ils doivent détruire ce laboratoire au plus vite. Lloyd, bouleversé, tente de les convaincre de ne pas détruire le lieu. Sylpha change alors d'avis et annonce qu'elle détruira le laboratoire après qu'Albert l'aura étudié en profondeur. Cela dit, elle s'étonne qu'ils ne comprennent pas grand-chose à l'alchimie, ce à quoi Lloyd répond qu'il n'en a que peu lu. Soudain, au milieu de la conversation, ils sont interrompus par une lamie qui tente de les attaquer. Voyant que l'homme a lâché des monstres dans le laboratoire, Galilée s'intéresse de plus près au lieu. Lloyd, quant à lui, demande à ses amis de ne pas tuer le monstre, ils doivent le capturer vivant. Avec cela, Crow achève l'ennemi avec son discours maudit. Tout le monde fut impressionné par ses progrès dans cette technique. Lloyd, quant à lui, profita de l'emprisonnement de la lamie pour l'observer de plus près. Il réalisa que la créature était en réalité un être humain et qu'elle n'avait donc pas été créée au laboratoire. En découvrant que des humains servaient de cobayes à ces expériences insensées, tous furent indignés par les agissements du propriétaire du laboratoire. Éché, quant à elle, s'agenouilla devant l'humaine et lui dit qu'elle n'avait pas à les craindre. Après tout, ils étaient là pour l'aider. Galilée remarqua qu'elle se tenait trop près de la lamie et lui demanda de s'éloigner. Cependant, le monstre parvient à l'attaquer à temps, en voyant Éché voler. Et même attaquée, elle comprend le point de vue de la lamia, sachant qu'elle doit être profondément effrayée par la situation. Quant à elle, Éché se sent pathétique de ne pas avoir réalisé ce qui se passait sous son nez, jusqu'à ce qu'elle entende soudain sa sœur fredonner. À cet instant, la lamia reprend ses esprits, car en entendant cette mélodie, elle commence à repousser le côté monstrueux qui lui a été injecté et se souvient qu'en réalité, elle a toujours été humaine. Voyant qu'elle est revenue à la normale, Éché la serre dans ses bras et s'excuse pour tout ce qui lui est arrivé dans ce laboratoire. Pour Éché, ne pas avoir réalisé ce qui se passait plus tôt est une grave erreur. Au bout d'un moment, Albert se rend au laboratoire sous l'église pour examiner la situation de plus près. Il tente d'abord de parler à l'humaine sauvée, mais la jeune fille dit ne se souvenir de rien de ce qu'ils lui ont fait, puis s'excuse de ne pas avoir été très utile. Lloyd, quant à lui, en déduit que l'amnésie de la jeune fille est due au processus de chimérisation qu'elle a subi. Et bien qu'elle ne se souvienne de rien, Lloyd suppose qu'elle était une aventurière avant de perdre la mémoire. En entendant cela, Galilée lui donne raison. Après tout, la jeune fille est capable d'utiliser la magie, un don que possèdent de nombreux aventuriers. Quant à elle, la jeune fille affirme que même si elle connaissait son identité, sa vie serait difficile, compte tenu de son corps mi-humain, mi-monstre. Mais la voyant si peu préoccupée, Galilée la réconforte en lui disant que sur Lordost, elle peut vivre en paix malgré sa condition. Après tout, l'île de Lordost est un endroit où chacun peut mener une vie heureuse, même différent des autres. En entendant cela, la jeune fille se sent encore plus soulagée. Cependant, Lloyd reste pensif à ce mystérieux prêtre, car il veut toujours découvrir qui est cet homme. En entendant cela, la lamia retire un chapelet de son cou et dit qu'elle a trouvé cet objet au laboratoire, et qu'elle pense donc qu'il pourrait lui être utile. Quant au mystérieux prêtre, elle prétend avoir un vague souvenir de lui. En réalité, elle le décrit comme un homme qui est les dieux, précisément parce qu'il les calomnie constamment. Tout en l'écoutant, Lloyd lui dit qu'il a quelque chose à lui laisser. Il jette ensuite des notes du laboratoire par terre, à la surprise générale. Galilée en déduit qu'il les a prises en apprenant que le lieu allait être détruit. Voyant Lloyd les montrer à la lamia, Tao lui conseille de la tenir éloignée de ses documents pour éviter de revivre le traumatisme qu'elle a vécu au laboratoire. Cependant, Lloyd dit que si elle ne veut pas voir les documents, elle est autorisée à simplement brûler tous ses papiers. Mais en même temps, il explique à tout le monde que les données sont le seul indice dont il dispose pour retransformer la lamia en humaine. Après tout, son corps fonctionne selon des formules magiques complexes qu'il ne comprend même pas. Lloyd fait donc comprendre que la lamia est la seule personne capable de trouver comment changer sa situation et lui rendre son corps humain. Cela dit, Lloyd lui offre deux options: brûler les documents et se sentir soulagé, ou aller de l'avant et surmonter son traumatisme pour retrouver une vie normale. En entendant ces deux options, la jeune fille choisit la seconde, affirmant qu'elle fera de son mieux pour récupérer son corps humain. Voyant qu'elle est prête à affronter ce long voyage avec eux, Lloyd décide de lui donner un nouveau nom, suggérant Lamy, qui ressemble à Lamia. Pendant ce temps, Éché se précipite au château à la recherche de Saria. En voyant la jeune fille, Éché lui annonce qu'il chantera au festival. Mais, la voyant si enthousiaste à cette idée, Albert déçoit ses espoirs en lui annonçant que le festival est bel et bien annulé. En découvrant cela si soudainement, Saria est déçu et déclare qu'il ne devrait pas annuler ce festival, quoi qu'il arrive. Cependant, Albert affirme qu'après que Lamy a révélé que le mystérieux prêtre nourrissait un
certain ressentiment envers l'Église et les dieux, la chose la plus raisonnable à faire est de se retirer. Après tout, le prêtre n'apprécie certainement pas l'hymne et le chant d'éché. Quant à Sylpha, elle ajoute un autre problème à cette histoire, le chapelet que l'ami a trouvé dans le laboratoire. Sylpha dit que si cet objet appartenait réellement au prêtre, cela pourrait aussi être mauvais signe, car la plupart des chapelets sont en argent. Mais celui-ci est en or massif, et seules 12 personnes sont autorisées à en porter dans ce cas. Seul le pape et les 12 évêques qui supervisent l'église centrale ont accès à cet objet. En entendant cela, Ren est surpris, car il n'avait pas imaginé que l'un des 12 évêques puisse être le méchant derrière tout cela. Mais voyant que la jeune fille pense à un évêque comme étant le méchant, le prêtre la corrige, affirmant que cette hypothèse ne pourrait jamais être correcte. Après tout, un évêque ne ferait jamais une chose pareille. Au lieu d'envisager cette hypothèse, le prêtre suggère que le chapelet a été volé. Babylone, quant à elle, se souvient que le mystérieux prêtre n'avait pas besoin de rituel pour utiliser la magie sacrée, ce qui signifie qu'il avait carte blanche. En entendant cela, le prêtre réalise que son argumentation est complètement démentie et avoue que la déduction de Ren était juste. Dans ce cas précis, le coupable est bien l'un des 12 évêques de l'église centrale. Albert, quant à lui, comprend qu'annuler la fête de l'Avent n'a plus de sens. Après tout, l'ennemi a déjà infiltré l'église, et la tenue ou non de l'événement n'est plus une garantie de sécurité. Il décide de poursuivre la fête, mais le jour J, ils doivent séparer le pape des 12 évêques afin d'éviter tout assassinat. Quant aux évêques, ils doivent surveiller tout comportement suspect de la part de l'un d'eux. Pendant ce temps, Anastasia remarque un autre saint qui se promène avec un mot pour Albert. Elle s'empare du mot de force et se rend chez le mystérieux prêtre pour lui communiquer les informations qu'elle vient de lire dans la lettre. Dans ce cas précis, la lettre stipule qu'Albert prévoit d'inspecter les locaux de l'église, le pape étant séparé des évêques. Et à ce stade du jeu, Anastasia croit que la base construite sous l'église a déjà été détruite. Cependant, le prêtre fait comprendre que cela ne suffira pas à l'arrêter. Après tout, même s'il connaît son plan dans son intégralité, il pourra le mettre à exécution. Se retrouvant face aux 12 évêques, Sylpha les salue. Le pape, quant à lui, annonce à tous que ce sera un jour très spécial, car c'est le jour où l'on célébrera la naissance de Dieu, et souhaite donc à tous une merveilleuse fête de l'Avent. Sylpha est d'accord avec lui, mais précise que le mauvais temps ne semble pas beaucoup arranger les choses. En entendant cela, le pape s'excuse auprès d'elle, expliquant qu'il est responsable de la pluie. Apprenant qu'ils seront escortés séparément du pape, les évêques commencent à se plaindre. Cependant, Tao se souvient qu'un des évêques complote contre le pape. Il faut donc les escorter dans une autre voiture. Pendant ce temps, l'évêque Bar se vante, affirmant qu'il fera fuir n'importe quel ennemi, même protégé par des gardes. Quant à l'évêque Dante, il conseille à Bar de ne pas être aussi grande gueule, car il ne faut jamais prendre de risques. En entendant cela, Bar commence à discuter avec Dante, mais Ren attire son attention et lui demande de l'accompagner. Quant à Bar, il est tiré par l'évêque Mélissa, qui lui rappelle qu'ils doivent se rendre rapidement à la calèche où ils seront escortés. Pendant ce temps, Tao cherche la personne qu'elle escortera, espérant que ce soit un bel homme. Cependant, Galilée le désigne du doigt, et voyant qui c'est, Tao remarque qu'il s'agit d'un homme chauve d'âge moyen nommé Akamaki. La jeune fille, complètement déçue, demande alors si elle pourrait escorter quelqu'un d'autre. À ce moment-là, Galilée désigne un autre homme, qui s'avère être le frère jumeau d'Akamaki, un certain Aomaki. Ne voyant rien d'autre à faire, Tao se précipite pour les escorter, mais il le fait avec la plus grande réticence du monde, provoquant la colère des deux évêques. Pendant ce temps, l'évêque Rosely se rend à Babylone et reconnaît en lui l'homme agressé par un homme déguisé en prêtre dans l'église de la région de Dîme. En entendant cela, Thor, un autre évêque, entre en colère, comprenant que Babylone croit sincèrement qu'un membre de l'église pourrait faire une telle chose. Cependant, Rosely lui conseille de se calmer et lui demande s'il existe des pistes sur le coupable. Sur ce, Babylone refuse, mettant fin à cette conversation tendue. Pendant ce temps, Albert va trouver son père et lui annonce l'arrivée imminente du pape. En apprenant cela, le père d'Albert se réjouit de la nouvelle, car il n'a pas vu le pape Gitane depuis longtemps. Quant à Albert, il cache sa nervosité au roi, mais reste préoccupé par la possible tentative d'assassinat du pape. Cependant, sachant qu'ils ont déjà séparé les évêques du pape, Albert est quelque peu rassuré, car si le mystérieux prêtre est bien l'un des évêques, les séparer du pape empêchera son assassinat. Soudain, un garde du château s'approche d'Albert et lui annonce que la voiture du pape vient d'arriver. À cette nouvelle, Albert se rend personnellement chez Gitane pour l'accueillir et s'excuse des diverses incivilités commises. Quant au pape, il ignore ces détails, se réjouissant simplement de revoir le roi Charles, une vieille connaissance qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Au cours de la conversation, Charles évoque son impatience d'assister au spectacle de Saria. Mais au-delà de ça, il dit qu'il y a autre chose, qu'il était également très enthousiaste pour ce jour-là. Voyant qu'une longue conversation les attendait, Albert les invite tous les deux à entrer. Et même si tout semble sous contrôle, Albert reste préoccupé par l'absence de garde autour du château. Et même si les armes sont interdites pendant la fête de l'Avent, Albert se souvient que le mystérieux prêtre peut se déguiser pour infiltrer n'importe quel endroit, ce qui l'inquiète également. Cependant, Albert espère que la fête se déroulera paisiblement, comme il se doit, et que chacun rentrera sain et sauf. Pendant ce temps, des hommes remarquent la présence de Sylvie
Silfa dans l'église et commence à parler d'elle et à la complimenter de loin. Remarquant tous les regards braqués sur Silfa, Anastasia va la trouver et lui dit qu'elle est très populaire dans la région. Elle lui propose alors de cesser d'être servante et de rejoindre l'église. Silfa sourit avec compassion, mais au fond d'elle-même, elle se demande s'il s'agit du mystérieux prêtre, voire de sa complice. Si tel est le cas, ce serait le pire scénario possible. Après tout, Anastasia possède d'excellentes compétences et est la plus proche conseillère du pape. Par conséquent, Silfa dit que sa seule option est de prier pour qu'Anastasia ne soit pas l'évêque traître. Quant à elle, Anastasia perçoit une aura menaçante émanant de Silfa, même après avoir pris son épée. Et après réflexion, elle réalise que, contrairement à elle, les autres évêques sont escortés par 2 personnes, mais que dans son cas, elle n'est escortée que par Silfa, l'épéiste d'argent. Elle comprend donc que ses actions seront désormais beaucoup plus limitées, car le moindre faux pas pourrait révéler sa véritable identité d'ennemi de l'église. De plus, Anastasia dit être gênée par le corbeau qui reste sur le toit de l'église sans jamais en sortir. Mais en même temps, elle se rappelle que ce n'est pas son plus gros problème. Après tout, l'église ne s'est pas préparée au pire. Soudain, Charles entend un grand bruit venant de l'extérieur et en déduit que la fête est sur le point de commencer, car il prend le son pour celui d'une grosse caisse. Mais il ne leur faut pas longtemps pour découvrir que le bruit provient en réalité d'un monstre géant qui surgit de nulle part derrière l'église. Tout le monde reste sans voix. Gitane explique alors que ce bruit est celui du chaudron de l'enfer qui s'ouvre et souhaite que Charles puisse voir cette scène d'un point de vue privilégié. Gitane se souvient alors de son passé, lorsque des hommes sont venus chez lui pour lui proposer le poste de pape. Et même s'il n'en avait pas vraiment envie, il a fini par céder à leur insistance et s'est rendu à la cérémonie pour devenir pape. Arrivé à l'église, il se tient au milieu d'un cercle d'évêques et reçoit une lumière sacrée sur son corps, afin de le tester pour voir s'il est vraiment digne de devenir le prochain pape. Après le rituel, Gitane réussit l'épreuve, prouvant qu'il n'a aucune trace de mal dans son cœur. Mais au lieu de cela, Gitane dit qu'en fait, à cet instant précis, ce vortex obscur qui a surgi dans son corps dépasse la définition divine du mal, et qu'il a donc réussi l'épreuve, même s'il n'est pas quelqu'un de bien. Et, revenant au présent, Gitane ironise. Les choses semblent être devenues un peu agitées dehors. De plus, Gitane lui rappelle qu'une chimère avait déjà été prédite dans le sous-sol de cette église. Et comme Albert détruisait les installations, le monstre un autre a réussi à pénétrer dans le royaume avec d'autres monstres. Pendant qu'ils discutent, des monstres attaquent les passants dans les rues. Albert se tient entre Charles et Gitane et réalise que, depuis le début, le pape, protégé, était en réalité la cible à éliminer. Quant à la personne à protéger, c'était Charles lui-même, le père d'Albert. De retour auprès de Gitane, il affirme que son objectif est d'éliminer tous ceux qui suivent la volonté de Dieu. Albert est donc également une cible. Quant aux lois du royaume, Gitane affirme qu'elles sont fondées sur des commandements bibliques, comme celui de ne pas voler ni tuer. Cependant, pour Gitane, tuer ou voler ne pose aucun problème lorsque l'acte est pur. Durant son discours, il est interrompu par l'ange Jiriel, déçu de constater que Dieu n'a envoyé qu'un seul de ses anges. Après tout, Gitane s'attendait à ce qu'il descende lui-même sur terre. Quant à Jiriel, il est choqué par le changement soudain de Gitane et lui demande pourquoi il est si différent de d'habitude. Voyant un ange présent, Albert se sent plus confiant, car il sent qu'il peut mettre fin à la situation avec Jiriel à ses côtés. Pendant ce temps, Gitane poursuit sa discussion avec Jiriel, mais affirme qu'il est inutile de lui parler de ses projets. Quant à Charles, il reprend le portrait du faux pape et dit qu'il ressemble à un Gitane plus jeune, ce qui lui permet de déduire que Gitane a déjà changé à ce moment-là. Soudain, au milieu de la dispute, Albert et Charles se retrouvent pris entre les griffes du pape traître. Charles demande aux anges de ne sauver que son fils et de le laisser mourir. Mais en retour, Albert répond exactement le contraire, demandant à Jiriel de ne sauver que son père. Albert et Charles sont tous deux téléportés en lieu sûr, et Jiriel annonce alors qu'il est actuellement loin du royaume céleste. Cependant, il présente une autre personne à Gitane, le présentant comme son patron sur Terre. Voyant que cette personne est Lloyd lui-même, le pape est stupéfait, mais remercie le garçon d'être venu à lui, car s'il parvient à tuer Lloyd, Gitane aura comblé son abîme. Quant à Charles, il se retrouve dans un autre endroit et prévient tout le monde que le pape rencontré quelques minutes plus tôt est en réalité un imposteur. Il leur demande d'avertir tous les gardes du château que l'ennemi se trouve dans l'église de Dean. Pendant ce temps, Jiriel s'approche de Lloyd et lui demande de l'aider dans le combat. Cependant, Lloyd affirme que Jiriel n'est pas de taille face à la créature. Alors Lloyd lui demande, ainsi qu'à Grimm, de partir. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Gitane tente d'arrêter Jiriel, lui disant qu'il est le seul à ne pas fuir. Mais voyant cela, Lloyd passe à l'action et attaque Gitane avant qu'il ne puisse frapper Jiriel. Après avoir facilement vaincu le pape d'une rafale de coups, Lloyd observe la chimère de loin. Il se tourne alors vers Gitane, lui disant qu'il a encore beaucoup à lui dire. Mais avant cela, il le réprimande, lui disant que Gitane a fait quelque chose de mal cette fois. Et quand ils ont vu la ville envahie par des monstres Thalia et les autres se précipitent pour aider les habitants. Pendant ce temps, Galilée s'approche de Thalia et lui demande avec inquiétude si c'est le pire scénario qu'il imaginait. Galilée répond « Non, après tout se passe exactement comme prévu avec Lloyd. » Quelques jours plus tôt, Lloyd avait contacté Saria pour lui demander de participer au récital. Il adorerait chanter une chanson ce jour-là. En entendant cela, Albert est surpris par la décision de Lloyd. Il lui rappelle cependant qu'ils sont en réunion sérieuse pour discuter d'une possible tentative d'assassinat du pape. Mais en entendant cela,
cela, Lloyd le rassure, affirmant qu'il n'y aura ni attaque ni assassinat comme tout le monde l'imagine. Et comme il ne sert pas comme garde, Lloyd croit que sa seule fonction est de chanter lors de la cérémonie. En entendant cela, Albert comprend qu'il a raison et affirme qu'il sera plus en sécurité pour Lloyd s'il reste à la cathédrale de Dan. Quant à Grimm, elle est perplexe face à la situation de Lloyd et lui demande ce qui lui a fait penser ainsi à propos de l'assassinat du pape. À cela, Lloyd répond qu'il soupçonne le pape lui-même d'en être responsable. En entendant cette théorie étrange, Jyriel demande ce qui était son argument. Lloyd affirme n'avoir utilisé que la logique la plus élémentaire. Dans ce cas précis, il a réalisé que le pape était le personnage le plus oisif de l'histoire. Or, la construction d'un laboratoire ordinaire prend du temps. Le pape, disposant de beaucoup de temps, devient le principal suspect du créateur du laboratoire. Dans cette optique, Lloyd décide de rester à l'église une fois la grande fête de l'Avent commencée. Pour l'instant, il tente de s'échapper et demande aux autres de se reposer avant la fête. Cependant, le voyant fuir, Saria le rattrape et leur conseille de s'entraîner pour la fête. Après tout, il chantera aussi ce jour-là. De retour au présent, Galilée et les autres sont convaincus que Lloyd s'occupera du responsable de l'attaque de la ville, pendant qu'eux-mêmes s'occuperont des monstres qui apparaissent. Durant le combat, le Pope parvient à couper le luxa de Lloyd. Voyant cela, Grimm s'inquiète de la situation et conseille à Jyriel d'éliminer rapidement les chimères et de retourner aider Lloyd. Mais en chemin, Jyriel annonce que Lloyd est furieux et qu'il n'aura donc pas besoin de leur aide si facilement. En entendant cela, Grimm explique que Lloyd est en colère depuis longtemps, car pour lui, les gens représentent le potentiel de la magie, et les voir utiliser la magie de manière aussi ignoble le met en colère. Quant au pape Gitane, l'ennemi auquel Lloyd est confronté, il incarne également ce potentiel magie. Cela dit, Grimm réalise qu'il prend les choses trop lentement et décide de laisser tomber pour se concentrer uniquement sur l'élimination des chimères et son retour. Pendant ce temps, Ren remarque l'approche de trois cris et en déduit qu'ils ont été envoyés par le pape Gitane, comme Lloyd l'avait prédit. Et même si le pape est le seul ennemi confirmé jusqu'à présent, Ren n'exclut pas l'implication de certains évêques dans cette trahison de l'église, certains d'entre eux étant peut-être ses complices. Tandis qu'elle analyse avec suspicion l'évêque Dante, Ren est approché par l'un des monstres, mais est rapidement sauvé par un autre évêque, qui utilise la magie de purification pour vaincre le monstre. Ren se retourne et est surprise de voir un évêque la protéger. À son tour, il commence à la draguer, mais finit par recevoir un coup de poing réflexe en pleine joue. Pendant ce temps, Anastasia tente d'attaquer Sylpha, mais finit par rater le coup. Voyant cela, Sylpha demande si cette arme est vraiment celle qu'un évêque devrait porter. Anastasia répond par la négative, mais précise qu'elle cessera d'être évêque dès que possible. De retour auprès de Galilée et des autres, il remarque la présence d'un puissant démon parmi les monstres. À ces mots, le démon se présente sous le nom de Grimoire, le tome interdit. En entendant ce nom inconnu, Thalia est complètement déconcertée. L'évêque assis à côté d'elle s'étonne que Thalia ne connaisse pas le démon, puis explique que Grimoire est le démon légendaire qui a ravagé le royaume du Saloum il y a bien longtemps, avant d'être scellé. Le démon était si craint que les parents des enfants avaient un jour dit que s'ils se comportaient mal, Grimoire viendrait les punir. Mais maintenant que le sceau est brisé, le monstre est lâché pour les traquer. Quant à Grimoire, il jure de se venger de la nation entière pour avoir été scellé. Pendant ce temps, Bats et court à travers la ville chaotique, et lorsqu'il grimpe dans l'une des maisons pour mieux observer, il tombe sur une chimère de dragon noir. À ces mots, Bats prend peur et demande ce qu'ils doivent faire. Mais en regardant de côté, il remarque que Corbeau est déjà parti, se dirigeant vers le dragon, bien qu'il ne soit pas aussi fort que l'ennemi qu'il compte affronter. En voyant cette scène, Bats se souvient de sa conversation avec Dante, qui lui avait dit qu'un homme ne devrait pas se contenter de bavarder sur ses plans. Après tout, son dos devrait parler de lui-même. Bats comprend alors enfin les paroles de Dante et passe à l'attaque. Pendant ce temps, Chakra, une fille monstrueuse, terrasse Tao grâce à une attaque spéciale qui ralentit le temps, offrant à son ennemi l'occasion de réfléchir à la vie juste avant d'être tué. Voyant cela, les deux évêques restent bouche bée. Ils interpellent Tao pour savoir si elle va bien. Chakra leur conseille alors d'arrêter de parler à la fille. Après tout, la compétence point fleuri, plein tout, tue sa cible d'un seul coup. Sur ce, Chakra se tourne vers eux avec colère, leur disant qu'elle n'aime pas devoir répéter la même chose deux fois. Voyant que les deux évêques ont le même visage, sa colère s'accroît encore davantage et elle décide de les tuer immédiatement. Mais avant qu'elle puisse attaquer, Tao se relève. Voyant cela, Chakra, perplexe, affirme que le cerveau de la jeune fille a dû être complètement écrasé, mais à peine a-t-elle prononcé ces mots que son bras se met à gicler du sang. Quant à Tao, elle explique qu'elle a amorti sa chute grâce à un bras fragile qu'elle portait sur elle, et qu'elle s'en est servie comme d'un oreiller. En entendant cela, Chakra dit qu'elle aurait dû s'abandonner à la mort et regarder sa vie défiler devant ses yeux, car cela aurait été un choix moins douloureux pour elle. Cependant, Tao affirme que la compétence, le point fleuri vous tombe, est en réalité un style imaginaire qui a disparu en une seule génération. Après réflexion, Tao en déduit que l'éthéré de Chakra, le fondateur de ce style imaginaire, se trouve dans la chimère, en l'occurrence, le corps de Chakra. Chakra explique que son style a été perfectionné après avoir obtenu ce corps de chimère, et elle s'irrite donc lorsque Tao déprécie sa compétence. À cela, Tao l'interrompt et lui demande pourquoi Chakra veut être forte.
Parce que dans le cas de Tao, elle s'est entraînée de manière exhaustive pour le simple la raison pour laquelle elle voulait être populaire. Quant à Chakra, Tao suggère qu'elle n'a aucune raison particulière de rechercher autant de pouvoir. Alors elle se rassure en se disant qu'elle ne perdra pas face à quelqu'un qui s'est éloigné du chemin de l'humanité. En voyant la posture de Tao, Chakra réalise qu'elle fait partie des 100 points fleuris et remercie les dieux de lui avoir donné l'occasion d'en affronter un nouveau. Se souvenant du conseil qu'elle avait reçu, lui conseillant d'essayer 1000 fois sans parvenir à ses fins, Chakra réalise qu'elle a fait le bon choix en se transformant en chimère, possédant désormais un corps surhumain et éternel. Voyant que Tao ne comprend pas la logique de sa décision, Chakra s'emporte et attaque, déterminé à détruire Tao. Ce faisant, Chakra a un autre trou de mémoire, le moment où le mystérieux prêtre l'a contacté, lui promettant un corps invincible qui l'aiderait à atteindre ses objectifs. Soudain, Tao parvient à porter un coup à Chakra, qui est surprise de ressentir la puissance de l'attaque, si puissante qu'elle la ramène au présent. Voyant leur ennemi à terre, les deux évêques perdent leur sang-froid et félicitent Tao d'avoir vaincu Chakra. Ils s'approchent de l'ennemi et se moquent de Chakra, affirmant qu'ils savaient déjà qu'elle était faible. Mais soudain, ils sentent une certaine lourdeur dans l'air et réalisent que la victoire n'a pas été facile pour Tao, car la jeune fille a dû travailler dur pour arracher chaque membre de Chakra. Elle a littéralement arraché la victoire des mains de Chakra. Les évêques la vénèrent alors encore plus, la qualifiant d'incarnation de l'effort. Soudain, ils entendent la voix de Chakra, qui semble encore en vie malgré ses attaques directes. Chakra demande à Tao s'il a remarqué la force de son poing fleuri. Tao, à son tour, répond qu'il a vu sa puissance et affirme que Chakra était impressionnante, car même avec son bras déjà sectionné, elle essaie toujours de la repousser. De plus, Tao ajoute que Chakra a persévéré jusqu'au bout, sans jamais abandonner, ce qui pour elle était vraiment incroyable et humain. En entendant tout cela, Chakra lâche le coup de Tao et dit qu'elle a enfin compris ce qu'elle a toujours voulu. Dans ce cas précis, Chakra voulait simplement que quelqu'un reconnaisse ce qu'il avait accompli. Pendant ce temps, Talia se plaint que ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur ses ennemis. Galilée lui rappelle qu'ils affrontent des marionnettes de chair, donc plus sensibles à la douleur, surtout Grimoire. Sur ce, il demande à Talia de l'aider avec la magie sacrée. En entendant cela, Grimoire est irrité par l'idée de Galilée, car il lui fait comprendre que ce type d'attaque ne fonctionnera pas non plus. En entendant cela, Talia est irritée par les mensonges du monstre, affirmant qu'ils savent déjà qu'il n'est qu'un imposteur. Cependant, Galilée souligne la possibilité que Grimm soit également un imposteur. En entendant cela, Talia dit qu'elle ne le pense pas. Après tout, Grimm est bien plus mignon que le monstre en face d'eux. Soudain, un mystérieux garçon arrive et bat facilement Grimoire. Après cela, le garçon lance le fantôme qui accompagne le démon vers Galilée et leur demande de le purifier. Ça ne se passe jamais bien quand un gars arrive comme ça sur le champ de bataille, mais l'histoire est intéressante, donc si vous voulez la suite, laissez un j'aime et abonnez-vous, je vous y verrai, j'y suis allé.